Donc, je vous propose d'ouvrir sans plus tarder cette première assemblée plénière de l'année 2023. Donc, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence momentanée du président Quadrini, qui est retenu pour un événement familial, mais il nous rejoindra dès que possible. Et d'ici là, j'ai le plaisir d'assurer la présidence de cette séance. Cette période qui est traditionnellement dédiée à l'échange de vœux pour l'année nouvelle, c'est ce que nous ferons tout à l'heure après notre séance en salle verrière à partir de 12h30. Pour les médias, je vous rappelle l'ordre du jour de la matinée. Nous examinerons tout d'abord le projet de contribution Accélérer la production des énergies décarbonées en Auvergne-Rhône-Alpes, élaboré par le groupe C. Puis à partir de 11h, se tiendra dans cette salle également la deuxième édition du prix du Césaire, destinée à récompenser les initiatives ayant amélioré les conditions de vie des habitants de la région. Une information de composition de notre Césaire. Donc je vous informe que par arrêté préfectoral du 5 décembre, la composition de notre Assemblée a connu une nouvelle modification. Nous avons été informés de la démission de M. Éric Vial, représentant de la Confédération régionale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole, le CRMCCA, non remplacé à ce jour, ce qui porte notre effectif à 185 membres à ce jour. Les secrétaires de séance, donc 2 conseillers ont été désignés pour être secrétaires de séance, donc Nicole Bèze, Collège 1, et Bruno Lamotte, Collège 2. Je les remercie d'avoir accepté de remplir cette fonction. Concernant les pouvoirs, chaque conseiller peut être porteur d'un seul pouvoir. Je vous rappelle qu'en application de notre règlement intérieur, les pouvoirs écrits sont à remettre au plus tard 5 minutes avant le début de la séance à la délégation générale. Si vous êtes porteur d'un pouvoir que vous n'auriez pas encore transmis, apportez-le immédiatement au secrétaire de séance afin qu'il puisse être enregistré dans la base des votants. Et par ailleurs, si vous devez partir avant la fin de séance, mais ce qui serait dommage parce que vous raterez les vœux, pensez également à remettre votre pouvoir avant que celle-ci ne débute, en indiquant à partir de quelle heure la procuration prend effet. En effet, et j'attire votre attention là-dessus, désormais plus aucune procuration ne pourra être enregistrée en cours de séance ou lors de votre départ. Et je vous remercie de votre participation. Comme à chaque fois, donc, nous allons vérifier le quorum afin de garantir la légalité des rapports que nous adopterons. Donc il nous incombe de vérifier que le quorum est bien réuni, c'est-à-dire que plus de la moitié des membres de l'Assemblée sont physiquement présents dans la salle, soit au moins 93 conseillers. Comme on est 185, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc on arrondit à l'entier supérieur. Donc je vous propose d'effectuer cette vérification maintenant, en ouverture de séance. C'est aussi le moyen de nous assurer préalablement du bon fonctionnement des équipements. Et merci de bien vouloir actionner indifféremment l'un des boutons devant vous pour signaler votre présence, sauf une petite particularité, n'appuyez pas sur le bouton « Ne participe pas au vote » car il n'est pas enregistré pour le quorum. Donc votez pour, abstention ou contre, mais pas pour « Ne participe pas au vote ». Donc je vous demande de le faire. Appuyez sur l'écran d'abord. Vous appuyez sur l'écran d'abord et vous allez avoir les différents votes. Ça marche pas, Lise? Ouais. Ça marche. Bon, on prendra en compte. C'est bon? Bien, le vote est clos.
Donc nous sommes 111, donc le quorum est largement atteint. Merci. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la contribution du groupe de travail C. Projet de contribution, donc accélérer la production des énergies décarbonées en Auvergne-Rhône-Alpes. Et à cette fin, j'invite son président, donc Dominique Pellat, à nous rejoindre, et le rapporteur du projet, Guy Babola, afin de nous présenter ce rapport. Dominique ? Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, donc je vous laisse la parole. Voilà. Bonjour, chers collègues, bonjour à tous. Messieurs les vice-présidents, donc bonjour. Chers collègues, bonjour. Donc, avant de laisser la parole à Guy pour rapporter les travaux de ce groupe C, je voulais d'abord faire la partie la plus simple et la plus conviviale, puisque je vais adresser les remerciements. Alors, je vais commencer le protocole un peu par l'envers, c'est-à-dire que je veux remercier d'abord les chargés d'études, puisque les chevilles ouvrières, et Dieu sait si on en a eu, puisque ce travail, comme je vous le dirai tout à l'heure, n'a pas été un long fleuve tranquille, puisqu'il a été interrompu. Donc, je tiens à remercier Élodie, qui n'est plus là, mais qui avait commencé les travaux en fin 2019, et puis bien entendu Benoît Thirion et Valérie Marion, qui ont pu supporter le groupe, mais surtout son président. Alors, un petit historique sur ces travaux. Effectivement, comme je vous le disais, ces travaux ont commencé à l'automne 2019, et ils faisaient suite à déjà des travaux du groupe C, et on trouvait qu'il y avait une suite logique, et ces travaux étaient quel levier pour la solution d'hydrogène décarboné. Et on trouvait qu'il y avait une logique à rester sur les énergies décarbonées, mais en élargissant aux énergies décarbonées. Et puis, comme vous le savez tous, mars 2020, le Covid, interruption des travaux. Et à ce moment-là, au niveau du Césaire, nous avions pensé qu'il y avait peut-être des choses plus urgentes à mettre en place. Et le groupe C avait pris en charge un travail sur sciences et société qu'on avait rendu. Et ensuite, donc à l'issue de ces travaux, on a dû reprendre à zéro, si j'ose dire, les travaux sur notre sujet. Et je rappelle bien la question parce que c'est celle-là, la question à laquelle on a répondu, c'était accélérer la production des énergies décarbonées. Donc Guy reviendra là-dessus, mais c'est bien là-dessus qu'on a répondu. Voilà. Donc je tiens encore à remercier vraiment les membres du groupe qui se sont investis, enfin ceux qui se sont investis pour leur réflexion. Et je vais laisser la parole à Guy. Et ensuite, bien entendu, on répondra aux éventuelles questions. Guy, je te laisse la parole. Merci Dominique, Monsieur le Président, chers collègues. Alors je ne reviendrai pas sur le contexte qu'évoquait à l'instant Dominique. Je voudrais simplement en introduction indiquer deux des principales difficultés que nous avons rencontrées, qui ont motivé notre choix méthodologique qu'évoquait Dominique à l'instant. La première, c'est que les énergies décarbonées sont au corps de la transition énergétique au sens large, qui est un sujet complexe, impliquant un très vaste périmètre, qui va des changements, attendus ou non d'ailleurs, des modes de consommation, à la protection de l'environnement et de la biodiversité, et même jusqu'au modèle de croissance souhaité ou recherché. La deuxième, c'est qu'il faut bien constater que ce sont des sujets sur lesquels il n'existe quasiment aucun consensus véritable, pas plus d'ailleurs que sur les modes de production eux-mêmes, que ce soit le nucléaire, l'éolien ou le photovoltaïque. C'est pourquoi nous avons pris l'option de concentrer nos travaux sur le seul sujet de la production, comme l'indiquait Dominique, d'énergie décarbonée et de son accélération, dans l'objectif, bien sûr, d'augmenter au maximum la part des énergies décarbonées dans la production totale d'énergie, et pourquoi pas jusqu'à 100%.
Donc cela, évidemment, quel que soit, j'allais dire, le niveau de consommation que l'on estime souhaitable ou possible. En ce qui concerne nos travaux eux-mêmes, ils se sont basés d'abord sur la prise en considération de l'imbrication des différentes politiques internationales, européennes et nationales, et qui visent toutes à la neutralité carbone à plus ou moins brève échéance. Ensuite, ils se sont basés sur la réalité régionale actuelle et de sa dynamique en termes de consommation, c'est-à-dire de besoins, et en termes de production d'énergie décarbonée. Et enfin, sur le constat d'une production d'énergie relativement faiblement carbonée en Auvergne-Rhône-Alpes, comparée à d'autres régions et comparée au niveau national. Par souci de clarté, nous avons souhaité faire un nombre réduit de préconisations. Elles se limitent en effet à 6, vous le verrez, sur 4 axes complémentaires. Le premier axe concerne l'acceptabilité des projets. Le second axe est relatif aux politiques publiques. Le troisième met l'accent sur l'enjeu de la recherche, des compétences et de l'innovation. Et le quatrième et dernier axe s'intéresse à la production diffuse d'énergie. Sur la question de l'acceptabilité, nous faisons 2 préconisations. La première, c'est que la région favorise et accompagne un pilotage collectif et local des projets au plus près des territoires et des populations concernées. La deuxième, c'est que la région communique davantage sur les enjeux de la production d'énergie décarbonée, et cela en direction de tous les acteurs, que ce soit le grand public, les collectivités ou les entreprises. Sur l'axe des politiques publiques, tout en renvoyant naturellement aux objectifs du STRADET, nous préconisons une planification des actions visant la substitution des énergies fossiles par des énergies décarbonées. Cela recouvre la publication d'une feuille de route et d'une cartographie régionale, une meilleure formalisation des relations avec les professionnels et la levée de freins existants, notamment pour l'accès au foncier. Concernant le développement des compétences et de l'innovation, ce sont la poursuite des efforts de formation et l'amplification des investissements en R&D qui fourniront les solutions du futur. C'est pourquoi nous préconisons, d'une part, la consolidation des formations initiales et continues qui pourraient s'appuyer sur un catalogue des formations sur les énergies décarbonées, la sensibilisation des lycées professionnels, la promotion de filières courtes vers les métiers des énergies renouvelables et la création d'un label régional et pourquoi pas d'une école des énergies renouvelables au niveau régional. L'orientation de la recherche vers les technologies d'avenir en s'appuyant sur les pôles de compétitivité, enfin, et en mettant un accent particulier sur les réseaux électriques intelligents, les fameux smart grids, et sur les programmes de stockage. Enfin, sur le dernier axe, l'aide à la production diffuse, comme nous considérons que nous ne réussirons pas la transition vers le décarboné grâce à un seul mode de production, mais qu'il faut mettre en œuvre tous les modes existants sans exclusive, nous considérons également que cette transition ne se fera pas non plus uniquement avec de grandes centrales, mais qu'elle sera possible aussi grâce à une multitude de petits projets. C'est en ce sens qu'il n'y a pas de petits projets. Et cela est applicable à toutes les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire, la méthanisation ou la récupération d'énergie fatale. La participation de la région à un fonds de garantie pour la production diffuse serait un plus pour faciliter le financement des investissements en autoconsommation pour les particuliers ou les entreprises qui sont particulièrement impactées par la hausse des prix de l'énergie. En conclusion, il paraît important de souligner quelques idées forces. L'importance de la recherche-développement pour inventer de nouveaux modes de production d'énergie décarbonée et pour fabriquer l'avenir. La nécessité de s'appuyer sur l'existant, encore une fois, je le répète, sans exclusive et en le renforçant. Miser sur le triptyque nucléaire, hydrogène, énergie renouvelable. S'appuyer sur les compétences du Conseil régional en matière de formation, d'information et de soutien aux initiatives. Et prendre la pleine mesure de l'impact des dimensions sociales et environnementales de cette transition vers les énergies décarbonées. En nous concentrant sur la production d'énergie, nous sommes conscients de n'avoir traité qu'un volet, certes fondamental, mais qu'un volet de la vaste question relative à la transition énergétique. Peut-être d'ailleurs faudra-t-il demain que de nouveaux groupes de travail s'intéressent aux autres questions nombreuses que soulève cette transition.
Il me reste pour conclure à remercier Dominique et l'ensemble des membres du groupe de travail, sans oublier nos deux chargés d'études, Valérie Marion et Benoît Thirion, et à vous remercier de votre attention. Merci Guy. Donc, je vais donner la parole à Jean-Raymond. Merci. Non? Ok. À Marivonne Bing-Hang. Tu viens ici à la tribune. Bonjour. Ah ben ton nom apparaissait, donc oui, on reste sur le rapport. On reste sur le rapport, pas de problème. On va y arriver ce matin. C'est le bizutage. Serge Vidal, t'as demandé la parole? Rassure-moi. Non, toujours pas. Je suis ce qui a marqué sur l'écran. Hein. Donc, Marie-Christine Morin. C'est bon? Ah, après 3 tentatives. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, en cette période de COP27 et suite au constat sur notre région des impacts du réchauffement climatique, ce sujet, commencé en 2019, est brûlant d'actualité. La baisse des gaz à effet de serre, donc d'énergie fossile consommée, est nécessaire. Notre région est la première productrice d'électricité en France. Cette énergie devrait être décarbonée partielle à l'horizon 2030 pour devenir neutre en carbone d'ici 2050. Actuellement, Aura, la région Auvergne-Rhône-Alpes, produit un quart de la production française, la majorité issue du nucléaire, lorsque le parc est en fonctionnement total, et ensuite de l'hydroélectricité. Ces deux modes de production sont cependant impactés par les ressources en eau, liées elles-mêmes au réchauffement climatique. Ensuite vient l'électricité des centrales thermiques liées aux fossiles carbonés. Et en dernier, les énergies renouvelables. Celles-ci sont pourtant d'un coût et d'une efficacité croissante, comme cet avis le détaille. Elles sont les seules qui puissent augmenter et perdurer. Les données et la conclusion de cet avis concernent essentiellement l'industrie et nous souscrivons, UNSA et CFDT, au fait qu'elle demeure un élément déterminant de création de la valeur, du développement et de la cohésion de notre territoire régional. Ce ne sera pas la première fois que le travail se transforme sous l'effet des évolutions technologiques affectant les modes de production, les valeurs, le sens et la finalité du travail. Les évolutions rapides qui s'imposent sont une opportunité à saisir pour une évolution durable vers un nouveau modèle décarboné. Cependant, l'acceptation des changements dus aux énergies renouvelables est nécessaire et demande une connaissance et de chasser certaines idées reçues, nécessite un dialogue local et une écoute des freins. L'argumentaire vrai-faux de ce dossier y participe. Des études de supportabilité sociale et de surveillance des impacts sur la biodiversité et les paysages sont indispensables. Pour que ces nouvelles installations fonctionnent et soient acceptées, les métiers et leur évolution doivent évoluer et les travailleurs actuels et futurs doivent être formés. Nous souhaitons insister sur l'important rôle que la région doit assurer et continuer d'assumer à nos yeux pour les métiers des énergies décarbonées, notamment par la coordination des différents acteurs,
tant au niveau de l'orientation que de l'offre de formation initiale et continue répartie sur son territoire, ou de l'accompagnement des jeunes et de celui des entreprises. Pour la CFDT et l'UNSA, les compétences de la région sont l'information, la formation, le soutien économique aux initiatives des entreprises et des collectivités, la coordination lorsqu'elle est utile. Une attention particulière doit être apportée aux TPE et PME qui constituent les premiers maillons de création de valeur sur nos territoires et qui ont besoin d'un accompagnement plus conséquent pour leur transition écologique. Nous souhaitons fortement qu'une évaluation puisse être menée sur le long terme et à rythme constant. La recherche et la réflexion existent, les initiatives aussi. L'information et la formation doivent être au rendez-vous et l'action régionale efficace et motrice. Le Césaire y participe et poursuivra. Le Césaire a produit en novembre 2018 un avis sur les leviers pour les solutions hydrogène décarbonées et en novembre 2019 un avis sur les conditions de réussite d'un schéma régional biomasse. L'important pour nous, ce n'est pas une bagarre de compétences entre l'échelon régional qui se poserait en leader et l'échelon national garant des équilibres, mais l'amélioration et l'augmentation des énergies renouvelables et leur banalisation. Une dernière remarque pour conclure. Le GTC n'a pas souhaité introduire les enjeux de la sobriété énergétique dans son rapport. Or, les énergies les moins polluantes sont celles dont on apprend à se passer. C'est une acculturation, un apprentissage, des pratiques à acquérir, à partager, à encourager. Il faut en débattre, convaincre, accompagner. La région et le Césaire doivent y contribuer. Toutes les voies de la sobriété doivent être évoquées, car tout est lié. Ressources d'énergie, eau, alimentation, numérique. Nous en sommes convaincus et au sein de notre Césaire, la commission 6 y travaille actuellement. Les délégations CFDT et UNSA voteront favorablement cette contribution. Merci. Merci Marie-Christine. Philippe Faure. Donc, ce rapport, accélérer la production des énergies décarbonées sur Auvergne-Rhône-Alpes, il est présenté, ça a été dit tout à l'heure, dans un contexte très différent de celui qui prévalait au moment où a été fait le choix d'un travail sur ce sujet, avec la crise toujours en cours, Covid-19, suivie de l'agression russe sur l'Ukraine, qui font ressortir la dépendance de l'économie européenne au flux d'importations dans de nombreux domaines, dont celui de l'énergie. Ces deux moments ont contribué à remettre à l'agenda la question d'autonomie stratégique qui était un petit peu oubliée. La séquence canicule-sécheresse de 2022, qui a rendu plus tangible, y compris à ceux qui semblaient encore l'ignorer ou qui l'ont découvert récemment, l'impact de la hausse attendue des températures moyennes, effet pourtant documenté depuis longtemps sur la base d'expertises solides et largement diffusées de l'inaction climatique. Les conséquences sur les activités productives, comme sur la vie quotidienne, notamment des plus fragilisés, mais bien au-delà de ce périmètre, entendre les informations quotidiennes, des hausses des prix de l'énergie, malgré la multiplication des mesures d'urgence. Hausse rendue encore plus insupportable par la combinaison des conséquences de la libéralisation du marché européen de l'électricité et du mécanisme d'indexation des prix retenu dans ce cadre. Dans sa première partie, le rapport montre le décalage entre le dire, celui des engagements pris lors des sommets internationaux et dans les législations nationales, et le faire avec des émissions mondiales de CO2 qui n'ont pu être que stabilisées
sur 2020 et 2021, et cela dans le contexte très particulier de la mise à l'arrêt des activités à raison de la crise Covid. Ainsi, les émissions devraient progresser de près de 3% sur 2022 pour s'établir au-dessus du précédent plus haut atteint en 2019. Or, pour espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés centigrades, il faut que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent leur maximum avant 2025 au plus tard, c'est-à-dire dans 2 ans, prévient le GIEC. Puis, la baisse des émissions doit atteindre 43% d'ici 2030 pour espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Pour le limiter à 2 degrés, il faudra tout de même les réduire d'au moins 25% à cet horizon. Le temps est donc compté pour réussir transition vers les énergies décarbonées et justice sociale. L'Observatoire national de la précarité énergétique, dans une publication de septembre 2022, indique qu'un quart des ménages déclaraient être en difficulté pour régler leur facture d'énergie en 2021, donc avant la hausse, pourcentage montant même à 46% dans la tranche des 18-34 ans, c'est-à-dire un ménage sur 2. Notre organisation partage pleinement les analyses et le cadre de réflexion développés par l'interfédéral composé des fédérations syndicales représentatives FNME-CGT, CFE-CGC Énergie, FCE-CFDT et FO Énergie Mine. Pour celle-ci, une politique énergétique doit être construite en tenant compte que, face au risque de crise climatique, de débâcle industriel, chaque jour, des entreprises ferment ou sont menacées de fermeture, de crise sociale et de crise budgétaire, auxquelles la crise des prix de l'énergie nous conduira si elle s'inscrit dans la durée. L'électricité relève davantage de la théorie des biens communs que des recettes ultralibérales qui éludent les particularités techniques et sociétales du produit qu'est l'électricité et plus globalement l'énergie. Que la crise énergétique doit remettre les questions de sécurité et de souveraineté énergétique au centre de l'agenda politique, alors que l'impératif climatique impose de faire de l'électrification bas carbone la priorité de toute politique publique. Que l'heure n'est donc clairement plus à désoptimiser EDF au nom de la sacro-sainte concurrence, le caractère intégré de l'électricien national présent de l'amont à l'aval sur l'ensemble de la chaîne de la valeur et des métiers de l'électricité étant plus que jamais un atout pour le pays. Aussi urgent et nécessaire qu'il soit, le développement des énergies décarbonées seul ne permettra pas de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux s'il se limite à permettre d'ouvrir, avec l'effet de levier de généreuses aides publiques, de nouvelles opportunités d'accumulation pour des capitaux en mal de rentabilité. Le débat sur la transition énergétique est en réalité un débat sur le modèle de société que nous souhaitons. Il convient d'en faire un vrai débat public, accessible à l'ensemble des citoyens. La CGT entend y contribuer en proposant d'échanger autour du concept de développement humain durable, associant développement économique, réponse aux besoins sociaux, respect de l'environnement, avec une conception renouvelée de la démocratie sociale et citoyenne. Travail d'exploration, ce rapport demande donc à être approfondi en commission, et plus sûrement en intercommission, pour approfondir les questions étroitement interdépendantes de la production, des usages et de l'accès à l'énergie, celle-ci traversant l'ensemble des champs abordés par les différentes commissions du Césaire. Parce que le sujet retenu, accélérer la production d'énergie décarbonée en Auvergne-Rhône-Alpes, nous enfermer dans un imaginaire étroit de la croissance pour la croissance, celle-ci reposerait-elle sur celle des énergies décarbonées? La CGT s'abstiendra. Nous remercions le président Dominique Pellat pour la conduite des échanges et les chargés de mission, Benoît Thirion plus Valérie Marion, dans l'accompagnement de nos travaux. Merci. Merci Philippe.
Patrick Velard. Vas-y Patrick, tu as la parole. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, nous tenons tout d'abord à souligner la qualité de la contribution qui nous est proposée. Qualité quant au contenu et à la recherche de l'exhaustivité, qualité également par une information et un état des lieux détaillés. Le chapitre détricotant les idées reçues est particulièrement utile dans un contexte où les fake news se multiplient. Il est regrettable à ce titre que la majorité régionale participe à cette désinformation en prenant position contre l'énergie éolienne sans véritablement donner des arguments crédibles. Il aurait peut-être été utile que la contribution s'en émeuve. Nous partageons également les préconisations motivées qui insistent sur la nécessité de développer les énergies renouvelables. Pour autant, nous ferons plusieurs remarques à propos de l'énergie nucléaire. L'argument de l'énergie décarbonée ressassé par le lobby du nucléaire pour présenter cette énergie comme la solution miracle à la crise environnementale et énergétique n'est pas convaincante, et ce pour plusieurs raisons. Comme évoqué dans la fiche numéro 1, intitulée « Le nucléaire ruban de l'électricité régionale », l'énergie nucléaire présente de nombreux risques. Dans un monde où les conflits armés et le terrorisme sont à nos portes, les accidents nucléaires, volontaires ou non, peuvent avoir des conséquences funestes. L'exemple de Tchernobyl et de Fukushima résonne toujours dramatiquement à nos oreilles. La question des déchets radioactifs est loin d'être résolue. De plus, l'énergie nucléaire reste une énergie fossile, donc par définition épuisable dans des proportions moindres que le charbon, le pétrole et le gaz, mais une énergie épuisable malgré tout. Enfin, les énergies renouvelables ne sont pas les seules énergies intermittentes. Le nucléaire l'est également. Il y a un mois, plus de la moitié des réacteurs étaient en effet en maintenance. La contribution oublie d'évoquer comme inconvénient le réchauffement des cours d'eau à proximité des réacteurs avec les conséquences sur la faune et la flore aquatique, de surcroît en période de dérèglement climatique. S'il est fait référence au mix énergétique décarboné associant nucléaire, hydrogène et renouvelable, rien n'est dit quant à la proportion de chacune des énergies dans ce mixte. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, il existe deux approches. La première est de considérer qu'au motif qu'elle est décarbonée, ce serait l'énergie d'avenir. Ainsi, rompant avec les engagements antérieurs consistant à fermer les centrales au fur et à mesure de leur vétusté, le gouvernement a décidé d'accélérer l'installation de 6 nouveaux réacteurs EPR dans les prochaines années, dont 2 dans le Bugey ou le Tricastin, en décidant d'accélérer les formalités administratives. Alors que certains polémiquent sur le coût des énergies renouvelables, c'est la bagatelle de 51 milliards d'euros que coûteront les 6 réacteurs EPR, et encore à la condition que ce prix ne soit pas multiplié par 6, comme ça a été le cas à Flamanville. À la différence de nombreux pays qui ont essayé de diversifier les diverses productions d'énergie, la France est la championne du nucléaire avec ses 58 réacteurs représentant 70% de la production. La deuxième approche face au nucléaire, face à ces dangers et ces risques, est de programmer au fur et à mesure, en fin de vie des réacteurs, leur démantèlement, avec anticipation, bien évidemment, des reconversions professionnelles pour que les salariés du secteur ne soient pas pénalisés. En conclusion, le mixte énergétique peut être une perspective intéressante sous réserve de définir le pourcentage de chaque énergie à l'instant T. Or, la contribution n'évoque pas les deux hypothèses citées ci-dessus et il est dommage qu'elle fasse sienne l'augmentation du nombre des réacteurs. Au regard de la qualité de l'état des lieux détaillé et de la plupart des préconisations, mais en raison du désaccord portant sur le nucléaire, nous partagerons nos votes. Ce n'est pas commun, mais on le fait. Nous partagerons nos votes avec un pour et une abstention. Je vous remercie.
Merci Patrick. Robert Carcelles. Déclaration des groupes CFE-CGC, CFTC et FO sur le projet de contribution. Accélérer la production des énergies décarbonées en Auvergne-Rhône-Alpes. En préambule, nous remercions le président Dominique Pellat et les chargés d'études Valérie Marion et Benoît Thirion pour ce travail d'investigation, de pédagogie et la production d'un fonds documentaire permettant aux béotiens que nous sommes d'appréhender les enjeux de cette question. Pourquoi faut-il accélérer ? Cette question mérite d'abord un détour sur l'actualité en cette période de crise énergétique qui voit les prix de l'énergie s'envoler, notamment du fait de l'indexation sur les prix du gaz où la spéculation va bon train, comme l'explique très bien M. Lefoc-Prigent, bon connaisseur du secteur. Dès lors, l'on doit légitimement s'interroger comment en est-on arrivé là ? Comment ne pas rappeler ce qui paraît pourtant fort simple et qu'exprimait fort justement un des premiers présidents d'EDF, Marcel Boiteux, aujourd'hui centenaire bien portant. Les tarifs sont faits pour dire les coûts, comme les horloges pour dire l'heure. Or, force est de constater que l'on navigue en plein décalage horaire en la matière. Pour nos organisations syndicales, il y a urgence à sortir le secteur de l'énergie de l'emprise du dogme libéral, conduisant à une concurrence inutile. En la matière, il nous faut retrouver la sécurité et la souveraineté énergétique. C'est l'objet de la déclaration commune des fédérations syndicales CGT, CFE-CGC, CFDT, FO-DDF. Demande au Parlement et au gouvernement de soutenir la proposition de loi sur l'avenir d'EDF qui devrait garantir la propriété publique de l'électricien national et à préserver l'intégrité d'un groupe Électricité de France au service de la nation. Pour nos organisations syndicales, il faut revoir d'urgence la politique énergétique de l'Union européenne qui est en train de précipiter les industries et les artisans dans la faillite, de paupériser les ménages déjà bien impactés par l'inflation et de détruire des emplois. De plus, l'on voit bien que le fait d'avoir lié énergie et climat a amené la Commission européenne, flanquée de hordes de technocrates, à s'essayer de résoudre une équation toujours plus complexe, surtout quand 27 élèves n'arrivent pas aux mêmes solutions. Réduire l'empreinte carbone, tout le monde en est bien conscient, mais là aussi, problème de méthode et de priorité, surtout quand les populations doivent faire face à de multiples et successives crises sociales, sanitaires, inflationnistes et énergétiques. Pour ce faire, et comme le montre le projet de contribution, l'on ne manque pas de scénarios, de rapports et de lois, pas simple de démêler les chevaux. Mais faut-il encore définir une stratégie et s'y tenir, planifier, contrôler, réajuster si nécessaire? Pour ce qui concerne plus spécifiquement notre région, les outils à disposition ne manquent pas dans le Stradet qui permet de décliner la politique des objectifs de programmation pluriannuelle de l'énergie. Au-delà du slogan « Faire Auvergne-Rhône-Alpes une région pionnière de la transition énergétique », nous proposons de consolider l'existant qui permet une quasi-autonomie sur l'électricité grâce aux centrales nucléaires et de sanctuariser la production hydraulique en refusant de livrer nos barrages à la concurrence comme l'exigeait encore récemment l'Europe. Reste à bien définir comment conforter la part des NR, solaire, éolien, biomasse, etc.
mais à condition de respecter les critères environnementaux, la biodiversité, l'impact visuel, le respect des paysages, l'acceptabilité des résidents concernés. Comme nous l'avions déjà vu dans ce groupe de travail C sur sa contribution sur l'hydrogène, les pistes de travail et d'investissement d'avenir ne manquent pas. La technologie peut et doit être au service de toute la population de la région pour atteindre cet objectif de neutralité carbone dans la production d'énergie et dans les meilleurs délais, sans laisser les plus fragiles au bord du chemin. Les organisations syndicales CFE-CGC, CFTC et FO partagent les préconisations du groupe de travail. Elles voteront cette contribution. Merci. Merci Robert. Je n'ai pas d'autres demandes de... Ah si, dessin Aurélie, c'est ça ? Tu as la parole, Aurélie. Monsieur le Président, chers collègues, cette intervention est présentée au nom de conseillères et de conseillers des collèges 3 et 4, mais nous devons préciser qu'elle n'est pas partagée par toutes et tous. Je remercie Eliane Auberger, avec qui cette intervention a été coécrite. Après avoir travaillé sur l'hydrogène, le groupe C a continué ses investigations sur les énergies décarbonées en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce travail en autosaisine a débuté en mars 2019, avant le Covid, et a été interrompu pendant plus d'une année pour être ensuite repris en janvier 2022. Entre le début et son achèvement 3 années plus tard, la question de l'énergie en France, et donc en Auvergne-Rhône-Alpes, est devenue plus pressante, même si les fondamentaux du problème étaient déjà là avant le Covid et la guerre en Ukraine. Éminemment complexe, cette question recoupe de multiples problématiques techniques, politiques, sociales, territoriales, environnementales, et l'on ne peut pas envisager l'une sans appréhender les interfaces avec les autres. Cette difficulté avait bien été pressentie dans le groupe C au démarrage de ces réflexions. Le sens que le Césaire avait voulu donner à cette autosaisine a pourtant considérablement glissé, passant d'une approche plurielle, avec un objectif de mix énergétique, questionnant la consommation et abordant la sobriété, vers aujourd'hui une urgence implicitement affichée d'agir dans une perspective d'accélération de la production pour répondre à un modèle sociétal de consommation énergétique accrue. Dans le voyage d'études en octobre 2019 dans le massif des Bauges, ce voyage d'études était révélateur de l'approche initiale par la richesse des angles d'analyse. Sur ce territoire à énergie positive, TEPOS, les échanges du groupe de travail étaient fortement nourris des expériences du PNR pour réduire les situations énergivores de ce territoire, en termes de mobilité, en termes d'efficacité énergétique des logements, en termes de réduction de l'éclairage dans les espaces publics et privés, par exemple. Ce groupe de travail était aussi inspiré par des initiatives citoyennes adaptées aux différentes configurations de territoire, les centrales villageoises, par exemple. Et le groupe de travail était sensibilisé à la diversité des enjeux énergétiques à traiter au regard des grandes agglomérations limitrophes à ce territoire rural. Cette réflexion de près d'1 an entre production d'énergie décarbonée, sobriété énergétique, recherche optimale de mix énergétique, a cependant souffert du contexte que nous vivons depuis plus de 2 ans, et le sens donné à ce groupe de travail en a été considérablement impacté. Le rapport qui nous est soumis reflète bien ces difficultés, renforcées par les aléas conjoncturels rencontrés lors de ce travail. Je peux parler du Covid, puis des réunions sur une demi-journée depuis juillet 2022, ce qui n'a pas facilité la mobilisation des conseillères et des conseillers résidant loin de Lyon sur cette grande région. À notre sens, l'une des grandes vertus de ce rapport est de faire un point exhaustif et bien documenté des divers éléments de cadrage du sujet, des étapes réglementaires et législatives, des définitions en cours appuyées de références bibliographiques bien utiles. En cela, ce document constitue un pool de références. Cette partie occupe un tiers du rapport.
Un autre point intéressant également est de mettre en valeur deux nouvelles entre guillemets, sources énergétiques qui sont peut-être moins souvent évoquées, à savoir les combustibles solides de récupération, les CSR, qui appartiennent à la sphère des déchets valorisables en énergie, et la récupération de la chaleur fatale générée par des processus industriels comme ceux de la production de ciment, la chimie, l'agroalimentaire. Avec des exemples, on aura. On aurait pu remettre ces deux sources, qui ne sont pas si nouvelles, dans le cadre plus large de la recherche d'énergie alternative, recherche aujourd'hui très prolixe, qui explore de nombreuses pistes, ce qui aurait permis d'aborder une autre dimension, celle de la nécessité du recyclage, de la récupération, qui marque un tournant significatif dans notre pensée technique. Si l'importance de la planification, la nécessité de communiquer pour faciliter l'acceptation sociale des énergies décarbonées, le besoin de formation sont bien pointés dans le rapport, on peut s'interroger sur de nombreuses absences qui ne sont qu'à peine évoquées et quelques a priori qui ne sont pas explicités. On peut en relever quelques-unes de ces absences. Tout d'abord, on parle d'accélération des énergies décarbonées. Certes, mais se pose-t-on la question du coût social et environnemental de cette entre guillemets accélération ? Faut-il accélérer sans savoir où l'on va ? Pour qui ? Pour les plus précaires ? Ou pour accélérer un consumérisme déconnecté de la préciosité de cette énergie ? La question des impacts environnementaux spécifiques à chaque énergie décarbonée n'est pas posée. La connaissance de ces impacts environnementaux reste fragmentaire et mériterait un approfondissement de la recherche. Des études d'impact des projets projettent des effets à partir de connaissances lacunaires. Ces effets peuvent être d'ailleurs cumulatifs. Le rapport n'est pas très ambitieux sur le sujet. Il ne le développe pas, ou juste en suggérant quelques suivis de biodiversité sur les sites ENR, qui se font certes, mais sans consolidation qui permettrait de faire avancer les connaissances. Mais qu'en tire-t-on ? Comment concilier accélération et protection de l'environnement puisqu'on ne connaît pas les effets à long terme sur celui-ci ? Doit-on aller tête baissée dans le sens de la loi qui est actuellement en cours de discussion à l'Assemblée ? Elle se propose de lever des verrous, entre guillemets, du droit de l'environnement au prétexte de l'accélération nécessaire du développement des énergies renouvelables. De nombreuses dérogations réglementaires avaient pourtant déjà détricoté le droit environnemental depuis la crise Covid, au prétexte de l'urgence sanitaire. Le décret du 8 avril 2020, relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, est d'ailleurs aujourd'hui toujours en vigueur, témoin de ce détricotage. En outre, n'oublions pas que la région a des prérogatives d'être chef de file, entre guillemets, en matière de biodiversité, et le Césaire se doit d'en tenir compte dans ses avis et ses rapports. Nous aurions aimé aussi trouver dans le rapport au moins l'évocation d'un questionnement sur cette notion d'accélération. À quel prix social et environnemental pour le futur de nos enfants ? De même, la pression majeure exercée aujourd'hui par les promoteurs de l'agrivoltaïsme sur les espaces ruraux aurait au moins pu être évoquée, car c'est un bon exemple des forces et des logiques en jeu et des mutations à venir sur les paysages, sur l'environnement, sur l'avenir agricole, voire sur la question alimentaire. D'ailleurs, de façon générale, la libéralisation de la production d'énergie n'a pas pu être suffisamment questionnée. Elle pose pourtant question, étant donné le caractère entre guillemets nécessaire, entre guillemets essentiel même, de l'énergie pour la population, étant donné les crises qui se succèdent et étant donné les tensions qui s'obèrent sur les réseaux. Aussi, les différentes filières d'énergie renouvelable nécessitent une maîtrise publique pour assurer la cohérence de leur développement et un niveau de soutien raisonnable. Ce point de la maîtrise publique aurait probablement mérité des préconisations plus fouillées dans ce rapport. Le rapport insiste aussi fortement sur la nécessité de programmation territoriale, ce qui est parfaitement fondé. Mais en amont de la question de la démocratie dans la prise de décision, la question de la démocratie dans la prise de décision aurait mérité d'être évoquée. Quel territoire et comment véritablement associer la population ? L'acceptation sociale est montrée seulement sous l'angle de la communication. N'est-ce pas un peu réducteur ? N'est-ce pas en rendant les habitants acteurs de la production que l'on pourra les faire, entre guillemets, adhérer ? Comment les rendre acteurs par des retombées locales directes ou indirectes ? De nombreux territoires se posent la question et il aurait été intéressant de pointer, voire de la traiter. Et puis, autre absente d'importance également, la nécessaire sobriété énergétique. Cet axe de préconisation figurait dans les travaux initiaux du groupe en 2019, en 2020. Ne devrait-on pas mettre en parallèle l'accélération des ENR avec l'accélération de la sobriété ? Les préconisations du Césaire pour favoriser cette sobriété ne sont-elles pas tout autant d'actualité et urgentes ? C'est ce que proposaient des conseillers au sein de ce groupe de travail. Et l'agilité du format en autosaisine, ainsi que les auditions réalisées
Permettez une place à ce sujet. Entre parenthèses, symbolique de commencer en 2020 nos préconisations par ce sujet de la sobriété. Symbolique aujourd'hui d'aboutir à un rapport où cet axe a totalement disparu. Sans mentionner la question de la sobriété énergétique, ce rapport propose-t-il une analyse bien en phase avec les enjeux d'aujourd'hui? Autre remarque quant à la construction du rapport, parmi les points présentés de façon partielle, certains peuvent nous semble-t-il altérer quelque peu l'analyse. C'est le cas notamment concernant l'énergie nucléaire, où certains écueils ne sont pas explicitement repris, en particulier dans les synthèses des forces et des faiblesses. Citons 3 exemples. Le premier, le changement climatique nous oblige à nous adapter rapidement pour réduire nos émissions de CO2. Or, cette technologie lourde et complexe n'offre pas une agilité sur un temps court. Les projets coûteux initiés depuis plus de 15 ans, comme celui de Flamanville, en attestent. Ce pas de temps apparaît-il suffisamment et l'accélération des énergies décarbonées doit-elle vraiment s'illustrer sous ce format? Deuxième exemple, la production d'énergie nucléaire nécessite d'immenses quantités d'eau pour refroidir les réacteurs. Or, le changement climatique augmente les aléas climatiques et les tensions sur la ressource en eau. L'été dernier en témoigne, avec de nombreux réacteurs nucléaires forcés de baisser leur production en raison de la sécheresse et des températures élevées des cours d'eau utilisés pour leur refroidissement. Certains ont obtenu des dérogations et rejeté d'ailleurs des eaux trop chaudes, mettant en péril l'équilibre des écosystèmes vivants. Ce besoin accru en eau et en lien avec les aléas climatiques nécessite d'apparaître. Troisième exemple, la sécurité de ces installations est régulièrement questionnée. Sur les considérables problèmes de corrosion portés au jour ces derniers mois sur de nombreux réacteurs et qui nécessitent aujourd'hui des arrêts simultanés, sur la cible potentielle qu'elle représente dans un contexte géopolitique tourmenté ou plus grave dans le contexte de guerre que l'on connaît en Ukraine. Ces aspects liés à la sécurité auraient là aussi mérité de figurer dans le rapport. En conclusion, ce sujet très complexe de notre rapport à l'énergie et à sa production aurait mérité d'être reconsidéré. Et ce travail mériterait d'être repris par un travail de commission à partir des pistes et des questions qu'aurait identifiées ce groupe. Or, ce rapport, malgré ses qualités, reste silencieux sur des questions essentielles qui doivent être posées pour un approfondissement ultérieur, en particulier sur les enjeux d'usage raisonnable et de sobriété, sur le mode de société projeté. Au vu des réserves énoncées dans notre intervention, réserves qui ne font pas l'unanimité au sein de notre collège, les conseillères et conseillers voteront chacun selon leur analyse et leur sensibilité. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc après toutes ces petites erreurs de prise de parole, qui n'aurait pas appuyé? J'aurais oublié personne. Qu'est-ce qu'il y a? Si? Bah viens prendre... Entre ceux qui appuient et ceux qui n'appuient pas. C'est qui? Tu as la parole. Monsieur le Président, chers et chers collègues, le groupe de travail a commencé ses travaux en 2019, c'est-à-dire dans le monde d'avant la crise énergétique. C'est dire aussi que le Césaire a su être visionnaire en proposant à l'époque ce sujet maintenant au cœur des préoccupations de tous les acteurs économiques de notre région. En 2022, je crois que nous avons tous pris conscience qu'une énergie abondante et bon marché n'était pas un acquis, qu'une énergie carbonée infinie n'était pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique, dont les effets se font sentir jour après jour. Et pour beaucoup, cette prise de conscience est brutale. Pour beaucoup d'entreprises, le choc énergétique devient une question de survie, de sauvegarde des marges, de remise en cause de la compétitivité, du maintien de l'emploi sur le territoire. Ce n'est plus de transition énergétique dont il faut parler, mais de révolution énergétique, incluant une remise en cause profonde des modèles économiques de l'énergie et appelant à de nouveaux modèles de production d'énergie décarbonée à une échelle locale, non dépendante des conflits géopolitiques mondiaux. La région peut prendre toute sa part dans cette nouvelle donne, en favorisant une alternative au marché de l'énergie concentré autour de quelques fournisseurs nationaux et générateurs d'une dépendance souvent désastreuse pour les petites et moyennes entreprises de notre territoire. Enfin, au-delà de la seule composante énergétique,
l'accélération des énergies décarbonées est aussi une réelle source d'opportunités industrielles et de création de valeur pour notre région et ses entreprises. Je voudrais insister sur 3 points qui nous paraissent essentiels. Premièrement, promouvoir l'autoconsommation. L'autoconsommation permet de garantir un prix du mégawattheure stable sur longue période à un coût aujourd'hui beaucoup moins cher que le prix de marché, de l'ordre de 80 € le mégawattheure en toiture solaire contre 300 € en prix fournisseur. C'est incontestablement un investissement durablement rentable pour les acteurs économiques et qui leur permet de s'affranchir en partie de la logique des prix de marché de l'énergie et de leur volatilité, leur permettant de retrouver un prix stable en rapport avec le coût de revient de l'énergie produite. Nous saluons à ce titre les préconisations du rapport appelant à promouvoir la production diffuse de petits projets d'énergie renouvelable à travers des aides comme celle du désamiantage en faveur du solaire sur toiture ou la création d'un fonds de garantie pour en faciliter le financement. Insistons aussi sur la promotion de petites centrales d'hydroélectricité afin de tirer avantage de la géographie de notre territoire, riche en dénivelé. Enfin, il nous semble que la région pourrait favoriser l'émergence d'un marché régional de l'énergie entre de petits producteurs locaux et des entreprises locales, ce qu'on appelle les PPA, Power Purchase Agreement, afin de promouvoir l'indépendance énergétique de la région, de raisonner en circuit court et garantir ainsi la compétitivité énergétique et économique des petites et moyennes entreprises du territoire. Deuxième point, planifier la démarche. Accélérer la production d'énergie décarbonée ne se décrète pas, mais s'organise. Il s'agit d'une part de respecter les objectifs du SRADET, mais aussi d'établir une feuille de route précise intégrant des actions concrètes et des jalons mesurables. Le rapport préconise sur le sujet de nombreuses pistes qui nous semblent pertinentes, telles que l'acculturation des élus locaux aux énergies décarbonées, la pédagogie du grand public pour favoriser l'acceptabilité des projets, le recensement des fonciers disponibles pour accueillir des projets d'énergie renouvelable dans le respect des contraintes environnementales. J'ajouterai que toute feuille de route, pour être crédible, doit pouvoir être mesurée et suivie. Nous insistons sur la nécessité de disposer régulièrement d'indicateurs chiffrés permettant de vérifier le respect des engagements du SRADET. Troisième point, raisonner en filière. Accélérer la production d'énergie décarbonée en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi structurer de véritables filières sur notre région, avec ses entreprises championnes, mais aussi ses sous-traitants, ses opportunités d'emploi et de création de valeur associées. Ainsi, la perspective de l'installation de 2 réacteurs EPR en région Aura est importante pour relancer la filière électronucléaire de la région. L'engagement et le soutien régional est indispensable dans un contexte de compétition entre les régions candidates pour ces installations. Le rapport rappelle judicieusement les atouts dont dispose la région en termes d'expertise technique sur des filières comme le nucléaire, l'hydrogène, le stockage, les CSR ou le solaire, notamment à travers ces organismes de recherche ou ces pôles de compétitivité. L'enjeu est pour la région, à travers des mesures incitatives concernant le foncier ou la fiscalité locale, ainsi que dans la constitution de cycles de formation d'ingénieurs et de techniciens dédiés, de savoir transformer ces expertises en emploi et de favoriser l'émergence de véritables filières industrielles créatrices de valeur pour la région et vecteurs d'indépendance, d'approvisionnement pour les utilisateurs et les consommateurs. En conclusion, les préconisations du rapport nous semblent ouvrir une voie concrète vers l'accélération des énergies décarbonées en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous formons le vœu qu'elles trouvent rapidement à s'appliquer. Enfin, nous nous associons à la conclusion du rapport pour demander l'ouverture d'une étude sur la question de l'efficacité et de la performance énergétique, naturellement complémentaire à la question de la production d'énergie renouvelable, si l'on souhaite durablement décarboner l'économie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le Collège 1 votera cette contribution, sauf expression individuelle contraire. Merci. Merci. Tout le monde a pu s'exprimer.
Bien, donc si le président et le rapporteur veulent apporter Le président parle avant ou le rapporteur? Le rapporteur, ça sera plus intelligent ce qu'il va dire. Donc, déjà, je tenais à vous remercier. Et puis, le nombre d'intervenants, notamment du Collège 2, mais je les salue, ça montre quand même que c'était un sujet compliqué, ou en tout cas, où on a des versions, des approches un peu différentes. Alors, je ne veux pas reprendre tout le monde, mais effectivement, je reprends un peu dans l'ordre chronologique, mais vraiment un mot, parce qu'on va se faire disputer, parce qu'on a jusqu'à 11h. Alors, pour Marie-Christine, effectivement, Marie-Christine a parlé de dialogue local, acceptabilité, formation, sobriété. Je veux dire, on a évoqué ça a été un petit peu parlé. Ensuite, Philippe, et c'était très cher à cela, il a vu aussi, il l'a mis plus dans un contexte international, l'énergie, même si on travaille pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment il a rappelé les événements de la crise, de la guerre, etc. Et on voit qu'il y a des prises de conscience à avoir sur les énergies et les évolutions, et sur le coût et tout ce qui est suivi. Patrick, le nucléaire, l'apport un peu du nucléaire, si j'ai bien compris, effectivement dans la question accélération des énergies décarbonées, le nucléaire est une énergie décarbonée. Et puis, effectivement, aujourd'hui, on est sur la fission du nucléaire. Les centrales, c'est la fission, donc c'est une fission contrôlée. Dans un réacteur, ça peut exploser. Et puis, une bombe nucléaire, c'est une fission incontrôlée. Demain, il y aura peut-être effectivement la fusion. Donc, il faut croire à la recherche. Et la fusion, il n'y a plus de déchets, entre parenthèses. Mais je ne suis pas un pro-nucléaire ou contre le nucléaire. Simplement, la recherche, la science avance et ça peut être une solution. Robert, tu m'as fait plaisir parce que tu as dit que tu étais un béotien. Alors, je te rassure, moi, j'étais complètement béotien là-dessus, mais c'était la richesse d'animer un groupe, c'est qu'après, on s'acculture et on travaille là-dessus. Et tu as insisté sur le développement des énergies nouvelles, renouvelables, et aussi de leur acceptabilité. Donc ça a bien été pris en compte. Alors, je vais très très vite, c'est pour oublier personne. Aurélie, oui, c'est normal que tu parles comme ça, tu as tes convictions, mais moi je rappelle la question, accélérer la production des énergies décarbonées, ce n'est pas forcément augmenter la part des énergies, d'augmenter la production d'énergie, c'est augmenter la part des énergies décarbonées. Et bien entendu, tout à fait d'accord, et on l'a souvent dit dans ce groupe, il faudra rouvrir sur ce sujet des chantiers, c'est évident. Pierre-Henri, ça sera fini. Pierre-Henri, tu as rappelé l'opportunité, même sur le plan de création de valeur et de richesse et d'emploi en travaillant sur les énergies décarbonées. Tu as rappelé également l'importance qu'on l'a peut-être pas fait assez ressortir sur les petits producteurs, sur les circuits courts, sur cette énergie renouvelable diffuse, mais sans l'opposer forcément à des productions plus lourdes. Et tu as rappelé, bien entendu, et ça, je pense que les élus de base, mais pas que de base, les élus du peuple, on va dire, ont besoin d'une grosse acculturation là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de on-dit ou de non-dit. Voilà. Alors, après, une parole un peu plus personnelle. Moi, je représente au Césaire, comme vous le savez, le milieu de la recherche et de l'innovation. Donc, voilà, je suis pour ça. Je crois beaucoup à ça. Et puis, de nature, c'est ma nature, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et j'ai une conviction, mais ça n'engage que moi. Alors là, une conviction profonde que notre histoire, depuis le début des temps, est celle du déploiement de l'intelligence humaine. Et cette intelligence, elle nous a permis de relever plein de défis auxquels l'humanité est confrontée. Et celui de l'énergie décarbonée est de taille, on en est conscient, mais je suis certain que c'est un défi qu'on relèvera. Voilà, ça c'est pour le mot de la fin en ce qui me concerne. Je laisse à Guy peut-être... Non, mais pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je trouve que les interventions montrent bien que ce que je disais en introduction, c'est que on est sur un sujet où le consensus est rare, et effectivement où la question de la production d'énergie déborde sur beaucoup de sujets, puisque Philippe évoquait un modèle de société, effectivement, ouais. Donc la question, c'est que connaissant cette absence de consensus à la fois sur les modes de production, puisqu'on a vu nucléaire, éolien, etc., et sur les enjeux, sur le modèle de société souhaité, est-ce qu'on peut et comment faire pour que la région, effectivement, ait une politique qui favorise l'augmentation de la part de l'énergie décarbonée dans la production globale, ce qui, je pense, peut être une réponse, minimum commune en tout cas. Voilà. Mais autrement, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Merci, messieurs. Donc, avant de procéder au vote, Madame et Messieurs les secrétaires de séance, pouvez-vous nous indiquer le nombre de votants
c'est-à-dire le nombre de conseillers présents et les procurations. C'est moi. Merci. Nous sommes 125 dans la salle pour voter et nous avons 30 pouvoirs qu'on va vous lire maintenant. Alors, Bernard Foreau donne pouvoir à Dominique Pelat, Françoise Pfister à Patrick Selma, Philippe Dessertine à Claude Borde, Jean Chabal à Frédéric Régnier, Michel Abouzit à Jean-Louis Verdier, Bruno Bouvier à Lise Bouvray, Fabrice Lallemand à Karine Guichard, Patrick Lao à Frédéric Reiche-Rigon, Christophe Marguin à Elisabeth Rivière, Virginie Gensel à Laurence Marguerite, Fabienne Ginestet à Christine Vert de Soras, Cécile Chambat à Thomas Bonnefoy, Bernadette Oleksiak à Stanislas Régnier, Bernard Laurent à Sandrine Vernet, Valérie Couriot à Alexis Monet, Eliane Auberger à Aurélie Dessein, Maël Piccolo à Willy Guillot, Musset Sophie à Michel Mick. Alors, Loïc Thomaset donne procuration à Mélanie Imbert, Marion Canales à Marc Saumureau, Josette Vignat à Rémi Péchier, Isabelle Schmitt à Patrick Sivardière, Catherine Amelin à Jean Barra, Jean-Luc Loza à Christian Juillot, Sansoro Roberto à Jean-Marc Guillot, Agnès Nini à Edith Bolf, Hélène Témur à Jean-Pierre Gilquin, Colette Delhomme à Pascal Samout, Hélène Ségaud à Michel Lair, Éric Blachon à Armand Pichot. Merci. C'est tout. Donc, je vous propose maintenant d'adopter ce projet de contribution. Et je vous remercie aussi de signaler tout problème éventuel en levant le bras et de le garder levé quelques instants, ce qui laissera le temps aux assistantes du Césaire qui sont dans la salle de venir voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, le vote est ouvert. Lise, il y a Lise. Quelqu'un vient. Il n'y a pas d'autre problème pour voter? Bon. Tout le monde a voté? Ah. C'est bon? Ah ben attends, t'es pas tout seul, Jean-Luc. Donc le vote est clos. Donc le rapport est adopté à 103 voix pour, 41 abstentions et 5 contre. Bravo au groupe C et à son président. Donc la partie délibérative de notre séance est maintenant terminée. Nous allons poursuivre la matinée dans quelques instants avec la deuxième édition du prix du Césaire, ici même, dans l'hémicycle, donc qui sera présidé par Michel-Louis Prost, deuxième VP. Une interruption de quelques minutes est cependant nécessaire pour installer la salle en conséquence. 10 minutes, on me dit, donc on se donne rendez-vous à 11h20. Et n'oubliez pas de récupérer à votre retour. Pour ceux qui vous sortez de la salle et vous récupérez des boîtiers de vote qui sont de couleur orange pour pouvoir voter pour le prix du Césaire. Et je demanderai, s'il vous plaît, de laisser les 2 premiers rangs disponibles pour nos invités. À tout de suite. Merci.